Nous sommes à l'un des moments les plus bas de l'histoire de l'humanité, sans un signe d'espoir à l'horizon. Le monde entier a basculé dans le massacre et le bain de sang versé. Pourtant, je le répète, je ne suis pas triste. Que le monde se le paie son bain de sang. Moi, je m'accroche à Poros. Alors que les armées d'Hitler commencent à marcher sur l'Europe, l'écrivain new-yorkais Henry Miller refuse de laisser la guerre pénétrer sa vie. L'auteur à la plume sulfureuse s'est déjà fait connaître par son roman Tropique du cancer, quand en 1939, il s'embarque pour un voyage de plusieurs mois en Grèce, un séjour qui bouleverse à jamais sa façon d'habiter le monde. Sur les côtes de la mer Égée, l'hédonisme de Miller se simplifie à l'os et engendre un récit vif et spirituel intitulé « Le colosse de Maroussi », publié en 1941. Une méditation limpide sur la liberté et la joie simple d'être en vie. Henry Miller n'habite plus les États-Unis depuis déjà près de 10 ans quand il découvre la Grèce. À 47 ans, il est tout juste séparé de l'écrivaine Anaïs Nin quand il répond à l'invitation de son ami anglais Lawrence Durrell, qui le presse de le rejoindre dans un pays de cocagne sur les rives de Méditerranée. Miller est accueilli à Athènes par un certain Katsimbalis, le colosse, mentionné dans le titre du récit, un grec érudit et exubérant avec qui ils boivent et socialisent parmi tout ce que la ville compte d'intellectuels noceurs. Dans la longue histoire de la littérature grecque, une génération qui a été particulièrement importante et continue de l'être, c'est celle des années 30. Avec des écrivains comme Georges Séféris, qui va offrir un prix Nobel de littérature à la Grèce. C'est la génération d'Henry Miller, et il va pouvoir partager son enthousiasme naissant pour le pays avec la crème de la crème des artistes de l'époque. Flânant de café en taverne et de la place Syntagma jusque dans les ruelles du centre, Henry Miller s'enivre de cette vie de bohème urbaine. Puis il s'écarte du groupe pour faire l'expérience d'une nouvelle forme de paix intérieure qu'il n'a jusqu'alors jamais goûtée. Souvent, je grimpais jusqu'à une falaise, juste au pied du Lycabet. Et je restais là, 1 heure ou 2, à contempler le ciel. À New York, je me suis toujours senti prisonnier de ma solitude. Une solitude d'animal en cage, qui pousse au crime, au sexe et à l'alcool. À Athènes, j'ai goûté la joie de la solitude, qui vous enveloppe de sa caresse. Henry Miller est d'abord fasciné par la blancheur crue des maisons où se reflète une étrange clarté. Il s'enthousiasme en particulier pour la douceur du grand parc attenant à l'actuel Parlement, où il passe des heures le nez levé dans un vent parfumé aux effluves de romarin. Athènes est une ville très bétonnée, et ce parc est comme le cœur qui palpite au sein de la capitale. À l'époque où Miller visite Athènes, en 1939, il y a moins de monde qu'aujourd'hui. Et de ces jardins émane une ambiance toute particulière. Le long des allées poussiéreuses, il y avait de petites tables, posées là, comme distraitement. Et assis tranquillement dans le noir, des couples parlaient à voix basse, devant un verre d'eau. Le verre d'eau. Partout, je ne voyais que cela.
s'en devenait une obsession. Ici, vous vous asseyez pour boire un café, le serveur vous apporte automatiquement de quoi boire. Ailleurs en Grèce, à Thessalonique par exemple, on ne vous apporterait pas seulement de l'eau, mais aussi des pâtisseries gratuites. La culture ici est généreuse. Et c'est la même chose dans les années 30, malgré la pauvreté qui régnait. Et ça lui plaît. Henry Miller, en rencontrant l'épure du paysage grec, fait une expérience poétique propice à l'écriture. Lui, le contenteur de la course en avant consumériste en Occident, goûte au sacré et à l'intemporel qui émane de l'existence méditerranéenne. C'est ainsi qu'embarqué par ses amis à la découverte du golfe Saronique, à quelques heures à peine d'Athènes, il se sent allégé de l'angoisse des actualités. Vers midi, nous étions en vue de l'île de Poros. C'était la guerre, mais personne n'y pensait. Il y avait la mer, mais la côte était là aussi. Les chèvres escaladaient les pentes, les bosquets de citronniers étaient en vue. Et l'espèce de démence que dégage leur parfum s'était déjà emparée de nous. Quand il arrive ici, ce n'est pas encore l'été. La lumière est assez douce et l'air est saturé d'odeurs. La lumière agit de manière rédemptrice. Et au contact de la nature locale, les pores de la peau s'ouvrent, comme le dit le mot « poros ». Et on se sent appartenir à l'univers entier, quelque part entre les couleurs de la nature et du ciel. Le charme et la sérénité de Poros permettent à Miller un retour aux origines de l'homme nu comme un ver. Avec son clan d'artistes grecs, il séjourne quelques jours dans une villa à fleur d'eau qui regarde la baie. Des heures d'affilée, je restais étendu au soleil à ne rien faire. Goutte à goutte, on dégorge sa culture livresque. Les problèmes fondent et se dissolvent. Les liens sont tranchés en douceur. C'est très intéressant de constater combien le ton de Miller se transforme au fur et à mesure du livre. Parce qu'on parle vraiment d'un type cynique au départ, qui ne verse jamais dans le romantisme ou chercherait à embellir la réalité. Mais là, on sent que la Grèce fonctionne sur lui et agit de façon thérapeutique. Et je ressens la même chose. Et tous les visiteurs qui posent un pied ici aussi. Face à Poros, s'avance un bras du Péloponnèse que l'écrivain rejoint en passant par le tombeau d'Agamemnon, roi de Mycène assassiné au temps des Atrides et dont le mythe ensorcelle Miller. Parmi la douceur des collines, il roule enfin en direction du site antique d'Épidore. La route d'Épidore est celle de la création. On ne cherche plus. On se tait. Peu à peu réduit au silence par la paix qui descend des commencements mystérieux. Si l'on pouvait parler, l'on deviendrait mélodie. C'est l'un de ces livres que tous les étrangers qui s'installent en Grèce veulent lire, parce qu'il décrit le vertige de tomber en amour pour un pays. Et lire le Colosse de Maroussi, c'est un peu comme rejoindre une secte. Ce qui est très approprié, étant donné qu'à Épidore, nous sommes sur le site d'un culte du soin. Dans ce lieu dédié à Asclépios, divinité de la médecine dans la mythologie grecque, Miller parle de siège même de la tranquillité, de centre de gravité de l'art de guérir. Délesté de son ironie corrosive, il est frappé par l'harmonie qui l'entoure.
Dans sa recherche de paix intérieure, Miller développe une conception presque bouddhiste qui tend vers la négation de soi. C'est une idée radicale de la paix. Et en parlant d'Épidore, il extrapole sur le fait que les gens qui venaient en pèlerinage ici étaient déjà guéris du seul fait d'avoir entrepris cette démarche. Il voit dans le conflit mondial un échec des dirigeants et des peuples à communiquer entre eux, comme s'ils n'arrivaient pas à penser au-delà de leur mentalité aveugle et trop rationnelle, qui ne leur permet pas d'accepter quoi que ce soit au-delà de ce qu'ils voient autour d'eux. Et ici, à Épidore, Miller ressent quelque chose de surnaturel, une sorte de paix sublime qui, selon lui, finirait par guérir le monde moderne si chacun pouvait y goûter. Aucun conflit guerrier entre les nations de la Terre ne saurait troubler cet équilibre. Il se peut que la Grèce elle-même soit mêlée un jour à l'imbroglio général. Mais je refuse catégoriquement de tomber, à l'avenir, au-dessous de cette condition de citoyen du monde que je me suis accordée en silence, debout, dans le tombeau d'Agamemnon. Cette grande paix dont il fait l'expérience se lie en miroir au fracas de la guerre qui s'apprête à engloutir le monde ces années-là. Beaucoup de voyageurs trouvent dans ce livre une immense résonance à leur expérience, parce que nous ressentons tous la force qui émane du territoire grec. Miller capture ce miracle alors qu'il est au sommet de son art littéraire. Henry Miller n'aura passé en tout que quelques mois en Grèce, qu'il quitte quelques semaines avant la généralisation de la guerre à l'Europe entière. Il rentre à New York où il termine d'écrire le livre en 1940, avant de s'installer définitivement en Californie. Face à la côte Pacifique, il pense aux rives de la mer Égée et poursuit l'éthique existentielle apprise en Grèce qu'il n'abandonnera plus jamais.